Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Gabriel Attal réclame un sursaut d'autorité et appelle la nation à se mobiliser contre la violence des jeunes. Un discours prononcé à Viry-Châtillon où un jeune de 15 ans est mort il y a quelques jours après avoir été lynché par d'autres jeunes. Peut-on croire aux paroles du Premier ministre? Quelles mesures concrètes sont proposées? Des mesures de prévention, de répression? On va faire le point dans cette émission. On verra que pendant ce temps, malheureusement, la violence ne s'arrête pas. En Alsace, un jeune homme de 28 ans a poignardé deux petites filles de 11 et 6 ans à proximité de leur enceinte scolaire. Elles ne sont heureusement que légèrement blessées. L'assaillant souffrirait de troubles psychiatriques. On salue nos invités. Eric Nolot, bonsoir, vous allez bien? Maître Sarah Salman. Bon, parfait. Maître Sarah Salman aussi. Bonsoir, je veux bien aussi. Jean-Sébastien Ferjou est arrivé in extremis avant le gong. Bonsoir. Je suis arrivé, Laurent. Mais vous êtes arrivé à l'heure. Bonsoir, On est avec Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. Bonsoir à vous. Laurence. Noémie Schul du service police-justice de CNews. Bonsoir Laurence. Et Louis de Ragnel, journaliste politique. Bonsoir Laurence. J'aimerais maintenant qu'on parle à la fois de ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal. Denis Jacob, on est avec vous. On va évoquer les pistes qu'a évoquées Gabriel Attal. On parlera aussi avec vous, Noémie, de ce qui concerne les jeunes, les mineurs, qu'est-ce qu'ils nous proposent concrètement. Mais la réalité, c'est ce qui se passe dans notre pays tous les jours. À Grande-Synthe, évidemment, il y a toujours beaucoup d'émotions après la mort de ce jeune Philippe, 22 ans, qui a été tabassé à mort sur le parking d'un supermarché. Une marche blanche sera organisée demain. On fait le point avec Noémie Hardy, Maxime Leguet et Olivier Gangloff. Des fleurs pour honorer Philippe, le jeune homme passé à tabac et tué pour un téléphone. Sa famille a communiqué une photo de lui. On le voit souriant. Il était animateur dans un centre socio-éducatif et était aimé de tous. Quand je venais, je récupérais ma fille. C'est un jeune qui mettait de la musique, qui mettait de l'ambiance et tout ça. Il y avait une joie de vivre, quoi. Il venait de temps en temps à la maison. Mes garçons le connaissaient très bien parce que c'était un ami à eux. Et oui, c'est un garçon sans histoire. Il a plusieurs frères. On les a jamais vus dégrader quoi que ce soit dans notre ville. Selon un témoin, il a été agressé par 3 personnes dans la nuit de lundi à mardi. Il lui aurait volé son téléphone avant de prendre la fuite. Une autopsie va être menée. L'objectif, déterminer la nature des coups et l'éventuelle utilisation d'armes. En attendant, les habitants sont dans une incompréhension. C'est un acte... En tant que parent, on ne saurait même pas comment en réagir. Je voudrais même... j'ai pas de mots. Une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée et confiée à la police judiciaire. 2 mineurs de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue. Une jeunesse qui interroge les habitants. Ça fait peur en plus parce qu'on se dit si des jeunes ados sont capables de faire des actes comme ça à cet âge-là, ça va être quoi quand ils seront adultes? Les circonstances du drame restent à éclaircir. Une marche blanche aura lieu demain à 11h pour rendre hommage à Philippe. Denis Jacob, on est saisi par ce qui s'est passé. On peut vraiment mourir aujourd'hui pour un téléphone portable, parce qu'on va survoler son téléphone portable? Malheureusement, oui. Je suis abasourdi, moi, quand j'entends à chaque fois ces drames. Tous les jours, il se passe quelque chose. À chaque fois, c'est pour pas grand-chose. Là, c'est un téléphone. C'était même pas un téléphone de grande valeur, a priori, de ce que j'ai entendu son frère témoigner, notamment. Oui, aujourd'hui, on tue pour n'importe quoi, pour des futilités. Et 14 et 15 ans, ils ont et surtout très jeunes, et surtout de plus en plus jeunes, et c'est ce qui est inquiétant aujourd'hui dans notre pays, de voir une partie de notre jeunesse qui est complètement, j'ai déjà dit sur votre plateau, désinhibée par rapport à la violence et n'a plus aucune limite pour la commettre. C'est justement, on reparlera de Gabriel Attal dans un instant. Il y a 2 choses, effectivement, et les jeunes délinquants qui sont habitués et qui sont multirécidivistes dans les actes de délinquance savent 2 choses. La première, c'est que les sanctions existent, elles ne sont pas appliquées. Le code pénal prévoit. Il y a beaucoup de faits, et on pourra en reparler, sur les 2 jeunes qui ont été remis en liberté suite aux 2 refus d'obtempérer qu'on a connus ces derniers jours. Schiltigheim et un autre endroit, c'est ça? Schiltigheim et... à Pau. À Pau. Et puis, ils savent mieux que quiconque que de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même condamnés, puisqu'à leur majorité, on effacera complètement leur casier judiciaire, puisqu'ils repartiront à 0 à leur majorité. Alors, je ne dis pas qu'ils doivent traîner ça toute leur vie, parce qu'on peut faire des bêtises, on peut changer, mais il ne faudrait pas non plus qu'on l'oublie. Alors, on va écouter ce qu'a dit Gabriel Attal sur le volet justement de la restauration de l'autorité. Il a fait un grand discours à Viry-Châtillon, où un jeune de 15 ans, Chemseddine, était mort après avoir été battu à mort par d'autres jeunes, tout simplement parce qu'il avait des conversations par SMS ou au téléphone avec une autre jeune fille. Explication de Sarah Barny, puis je vous passe la parole, Noémie.
C'est un déplacement sur le thème de l'autorité. Le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé vers 10h30 ce matin à la MJC de Viry-Châtillon dans l'Essonne, une ville récemment marquée par le décès le 5 avril dernier du jeune Shénsédine, 15 ans, passé à tabac la veille près de son collège. Le Premier ministre a pu échanger avec certains jeunes et encadrants, accompagnés notamment du ministre de la Justice et du maire de la ville, Jean-Marie Villain. Le simple fait de faire d'avoir des actions dans la ville qui sont nécessaires pour la ville, mais aussi de se rendre compte que quand on fracasse un pot de fleurs dans la ville, ça nécessite du boulot, et que quand on l'a rattrapé ou quand on a nettoyé un tag, ça c'est quoi la suite? Tu salis, tu nettoies. Dans son discours prononcé à l'issue de ces rencontres, Gabriel Attal appelle à un sursaut d'autorité. Comment accepter qu'on touche, qu'on salisse, qu'on s'en prenne à ce qu'il y a de plus sacré en République? Comment accepter cette spirale, ce déferlement, cette addiction d'une partie de nos adolescents à la violence? Oui, je parle de spirale. Oui, je parle de déferlement. Oui, je parle d'addiction. Et non, on ne peut pas l'excuser. Pour le Premier ministre, la contre-attaque de la République passe par 5 points. Responsabiliser les parents, réguler la dépendance des jeunes aux écrans, sanctionner les élèves perturbateurs, se pencher sur la question du fait religieux à l'école et enfin, sur le volet judiciaire, ouvrir le débat sur l'excuse de minorité. Le Premier ministre a annoncé donner 8 semaines pour faire aboutir le travail collectif de concertation souhaité par Emmanuel Macron. Un Grenelle sur la violence des jeunes avec un point d'étape dans 4 semaines. Parce que dès la première faute, il devrait y avoir la sanction. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a, et le Premier ministre l'a dit, il faut sortir de cette politique de l'excuse. Alors, sur ce qu'a dit Gabriel Attal, moi, je vais me féliciter sur la chose parce que aujourd'hui, il pose publiquement et officiellement ce que nous, policiers, on dit depuis des décennies. Enfin, je veux dire, Nicolas Sarkozy, déjà à l'époque, disait on va faire ci, on va faire ça. Et tout ce qu'a posé le constat de Gabriel Attal, c'est celui que l'on pose, nous, depuis des années. Et les propositions qu'il a annoncées, c'est celles que nous faisons depuis des années. Donc maintenant, on verra ce que ça va donner. Et sur la délinquance des mineurs, il ne peut pas aller dans le détail. Sinon, il risque de se mettre en contradiction avec ce que Nicole Belloubet a fait en 2019, puisque c'est elle qui a fait la réforme de l'ordonnance de 1945, avec notamment une politique de l'excuse en mettant 6 à 9 mois de mesures éducatives. Et elle est où? Elle est à l'Éducation nationale aujourd'hui. Donc forcément, c'est compliqué de rentrer dans le détail aujourd'hui. Alors, il a annoncé que les corps intermédiaires, donc les syndicats notamment, allaient participer pendant 8 semaines à cette concertation. Et j'espère qu'on va enfin entendre ce que disent les policiers qui ont la réalité du terrain face à cette délinquance des mineurs. Comme les Français, ils ont la réalité du terrain. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé à Grande-Synthe, la mort de Philippe, 22 ans, parce qu'on a de nouvelles informations concernant ce qui s'est passé. Oui, d'après les dernières informations de Sandra Buisson, en garde à vue, il a été déclaré que les suspects se sont fait passer pour une jeune fille sur un site de rencontre. Ils ont donné rendez-vous à un homme pour le punir. L'enquête doit déterminer si c'est à Philippe précisément qu'ils avaient donné ce rendez-vous ou s'ils ont pu se tromper de personne. Le suspect, le mineur de 14 ans, est celui que l'on soupçonne d'avoir porté le plus de coups à Philippe. Denis Jacob. Ah mais là, avec les derniers éléments que Noémie Schulz vient de donner, s'il y a confirmation de la préméditation, donc la préparation d'un guet-apens, et que c'est le gamin de 14 ans qui a porté le plus de coups, on va pas venir me dire qu'il n'avait pas conscience, parce qu'il est mineur, de ce qu'il faisait quand même. Enfin là, je suis désolé, mais à un moment donné, on a affaire à des jeunes qui savent pertinemment ce qu'ils font, et la politique de l'excuse, une fois de plus, elle doit cesser, quoi. La délinquance des mineurs aujourd'hui, je me répète, c'est plus celle de l'ordonnance de 1945. Alors il y a tout un tas d'éléments autour qui fait qu'on a cette ultra-violence des jeunes, et on pourrait en parler, les réseaux sociaux et autres, l'abandon de certains parents dans le cadre de l'autorité de la responsabilité parentale, et tout ça, ça doit être pris en compte pour sanctionner dès le premier acte ces mineurs. On ne peut plus continuer à être dans l'acceptation, dans la banalisation. Dès le premier acte. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, j'en parlais avec Sarah tout à l'heure avant l'antenne, aujourd'hui ça arrive tous les jours, on banalise la chose, tout le monde l'accepte,
Je veux pas dire que c'est normal, mais enfin, bon, voilà, ça devient un fait divers. Non, c'est pas un fait divers. C'est comme la grenouille qui est dans la casserole d'eau chaude, petit à petit on monte l'eau et après elle se rend pas compte qu'elle est ébouillantée à la fin. Alors si quand on nous plonge... Il faut être très clair, depuis une trentaine d'années maintenant, on a instauré une société de l'enfant roi, c'est-à-dire l'enfant intouchable. Il faut plus rien faire, il faut plus rien dire, il faut plus punir, et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. On a mis l'enfant au cœur de tout, c'est-à-dire l'ultra-protectionnisme de l'enfant. Alors je dis pas qu'il faut revenir non, au moi non plus, je le dis pas. Hein, mais à un moment donné, il y a pire, je pense. Denis Jacob, il y a pire, c'est qu'on les a abandonnés, les enfants, à nos écrans, parce que c'est tellement plus facile de les confier à la télé, de les confier à l'iPad, de les confier aux réseaux sociaux. Ils sont tranquilles, ils sont dans leur chambre, ils font pas de bruit. Mais vous payez cher. J'aimerais qu'on termine par une nouvelle agression au couteau. Alors, décidément, c'est vraiment absolument quotidien, comme vous le disiez, Eric. Ces deux petites filles de 6 et 11 ans qui ont été légèrement blessées vers 14h lors d'une attaque au couteau menée à proximité de leur école, à Souffel-Weiersheim, dans le Bas-Rhin, dans un square mitoyen à leur école. L'assaillant a été interpellé. C'est un jeune homme de 28 ans qui souffrirait de troubles psychiatriques. Deux petites filles légèrement blessées, Denis Jacob, au couteau. Une fois de plus, ça c'est encore un débat qu'on a eu par le passé, à chaque fois qu'on a eu, et souvent des attaques au couteau de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Pourquoi ces personnes-là sont dehors? Défaut de traitement. On ne peut pas mettre tout le monde dans les HP. Il faut le tout enfermement, parce que je veux pas qu'on... Non, mais il faut une prise en charge, un réel suivi quand vous avez des gens qui sont diagnostiqués comme ça. Quand on sait qu'il y a des troubles psychiatriques, avec des éléments antérieurs qui démontrent qu'il a déjà eu des comportements dangereux, ces gens-là ne doivent pas être en liberté. Vous avez vu les moyens de la psychiatrie ils sont très faibles. Mais comme les moyens de la justice, comme les moyens de la police... Il faut aller voir, il faut parler avec des médecins de l'hôpital psychiatrique. Je ne dis pas que tout est rose et qu'on ne fait pas le boulot. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens d'éviter ce genre de situation. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Et c'est reparti pour un tour. Gabriel Attal a dégainé aujourd'hui les grandes phrases pour parler de la violence des jeunes. Il y a besoin d'un sursaut d'autorité. Il faut décréter la mobilisation générale, a-t-il scandé à Viry-Châtillon. C'était déjà, à l'époque, le discours de Charles Pasqua. L'insécurité doit changer de camp, mais aussi de Jean-Pierre Chevènement qui dénonçait les sauvageons en parlant des mineurs multirécidivistes, de Manuel Valls qui dénonçait la crise d'autorité dans notre pays, ou encore de Gérard Collomb qui pronostiquait que l'on vivrait un jour non plus côte à côte mais face à face, sans oublier Gérald Darmanin qui n'a eu de cesse de répéter qu'il faut stopper l'ensauvagement d'une partie de notre société et réaffirmer l'autorité de l'État. Cela fait donc 30 ans que le constat est fait, que les politiques ont les chiffres sous les yeux et qu'ils prononcent les mêmes mots tout en étant incapables de régler cette déferlante qui touche nos jeunes, tour à tour victimes et bourreaux. 30 ans que les Français subissent, n'en peuvent plus de la culture de l'excuse et attendent que les paroles se transforment en actes. Ils peuvent encore attendre. À Schiltigheim, le mineur qui a blessé un policier municipal en lui fonçant dessus à moto est ressorti de sa garde à vue avec un simple contrôle judiciaire et un procès qui se tiendra au mois de juin. Rien ne change donc, circulez braves gens, il n'y a plus rien à voir. On va en débattre ce soir dans Punchline. Denis Jacob, vous êtes policier. On peut mourir parce que juste on veut vous prendre votre téléphone portable. Visiblement, ça ressemblait à un guet-apens d'après les dernières informations que nous avons. Il aurait été piégé via une messagerie, enfin par un site internet de rencontre. Et les jeunes qui l'attendaient lui auraient tendu une embuscade. Oui, c'est visiblement les dernières informations que vous avez données tout à l'heure sur le plateau laissent penser qu'il s'agit d'une préméditation, d'une préparation de l'acte, ce qui est une circonstance d'autant plus aggravante du fait qui a été commis. Et oui, on est aujourd'hui dans une société avec une partie de nos jeunes hyper violents, et que, pour rejoindre ce que vient de dire Monsieur le Préfet, le discours de Gabriel Attal, oui, je veux dire, on l'attendait tous. Enfin, il y en avait besoin. Enfin, les policiers en premier attendent que ce qui a été dit soit mis en œuvre. Est-ce que c'est ce qu'on propose? C'est ce que je proposais moi depuis 10 ans au nom de mon syndicat. Il faut agir. Et je crains malheureusement, là on a cette affaire de Grande-Synthe et il faut que justice soit rendue et qu'elle soit ferme, mais le calendrier gouvernemental m'interroge quand même. On va arriver à un calendrier gouvernemental fin juin, avec la trêve estivale des parlementaires, puis la rentrée scolaire au mois de septembre. Je suis pas sûr qu'on soit prêt à mettre en œuvre le dispositif s'il se concrétise dès le mois de septembre. Éric, Denis Jacob, policier. Oui, moi quand j'entends Gabriel Attal, bon, je comprends qu'il y a le discours politique, mais on peut pas dire il faut un sursaut. D'abord, c'est pas un sursaut qu'il faut, c'est un choc d'autorité.
Le sursaut, c'est pas assez fort pour moi. C'est un choc d'autorité et on peut pas dire d'un côté on a un problème d'ultra-violence de la jeunesse et d'un autre côté dire ils sont pas fichus. Alors effectivement, la grande majorité de nos jeunes ne sont pas des délinquants. Et fort heureusement. Mais malheureusement, ceux à qui on a affaire au quotidien sur le terrain, et je rejoins Maître Salman, c'est que on peut craindre effectivement, j'espère que non, mais qu'un juge des libertés dise contrôle judiciaire et qu'il Vous imaginez pour la famille de ce jeune. Mais c'est au-delà de la famille à qui je pense très fortement maintenant, parce que je n'ose imaginer, je ne peux même pas imaginer ce qu'elle doit vivre aujourd'hui. Mais quel message enverra-t-on aux Français si ces deux auteurs de ce crime étaient remis en liberté sous contrôle judiciaire. Tout ça se heurte à la volonté des Français qui est plus d'autorité. Oui. On a un sondage qui a été fait, c'est ça pour CNews. Pensez-vous qu'il faut durcir les sanctions pénales pour les auteurs de rodéo sauvage ? 93% de oui. Mais oui, c'est tout à fait normal. Mais et en face, il n'y a rien. La vie de nos concitoyens au quotidien. Les premières victimes de cela, ce sont nos concitoyens. D'ailleurs, malheureusement, le plus grand nombre de blessés et de tués par les rodéos urbain, c'est la population. Alors nous, en tant que policiers, parce qu'on essaye de les... Quand vous essayez de vous mettre sur leur route, ils vous roulent dessus. Donc voilà. Laurent, à Schiltigheim, c'est quand même incroyable. Mais c'est normal que la le gars qui a foncé sur le policier municipal est dehors. Attendez, laissez-moi juste terminer une phrase. Monsieur Jacob, là, ça veut dire qu'on donne un permis de rouler sur les policiers. On est d'accord. Si on remet cet homme-là dehors. Celui de Schiltigheim, il a été remis en liberté. Celui de Pau, qui là aussi s'en est pris un fonctionnaire de police, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Mais quel message de faire recommencer. Le message, c'est recommencer. Moi, je veux bien. Moi, c'est très bien tout ça. Ouais, c'est super. Mais allons-y, mettons tout en œuvre. Mais quand Gabriel Attal annonce 8500 policiers, gendarmes de plus d'ici 2027, ok. Mais qu'on nous laisse faire notre job sur le terrain. Parce qu'on pourra mettre toujours autant de policiers sur le terrain qu'on voudra. Si derrière, on ne peut pas faire notre boulot, on réglera jamais. Et enfin, la menace d'une mobilisation des policiers le 30 avril prochain s'ils n'obtiennent pas les compensations financières à leur engagement pendant les Jeux Olympiques promises par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin avait en effet annoncé une prime exceptionnelle portée jusqu'à 1 900 € pour les policiers et gendarmes travaillant en Île-de-France. Merci Simon, je me tourne tout de suite vers vous, Denis Jacob. Le compte n'y est pas, donc dans ce qu'on vous a promis pour les semaines à venir. Au-delà des JO, ce syndicat communique, il est signataire d'un protocole de 2022 avec d'autres syndicats. Moi, je ne suis pas signataire. Même ce protocole de mars 2022, qui pas été respecté. Il y a 2 ans, mais c'est parce qu'il n'est pas appliqué. C'est-à-dire que la grande majorité des mesures, notamment salariales, qui étaient prévues, ne sont pas mises en œuvre. Et pour les JO, on s'interroge effectivement sur le versement de cette prime, puisque nous avons un ministre de l'économie qui a annoncé que tous les ministères devaient faire des efforts pour essayer de récupérer 10 milliards d'euros. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est de cette prime pour les JO. Je rappelle que cette prime, elle est donnée parce qu'une grande majorité des policiers vont devoir quitter leur foyer en province pour venir à Paris, qu'ils vont devoir se débrouiller pour la garde de leurs enfants, que ça va occasionner des frais importants, qu'aujourd'hui il y a encore des questions en suspens sur comment ils vont être mobilisés, et que cette prime, pour le moment, n'est pas confirmée à 1000%. Et que tous les policiers et gendarmes seront réunis à Paris et que ça va être vraiment l'ensemble du territoire. Ce sera open bar pour les délinquants ? J'espère pas. J'espère pas non plus. J'espère pas non plus. Il y aura de la police, je vous rassure. Mais effectivement, la priorité, c'est la sécurité de la population qui va participer aux Jeux Olympiques, et qu'effectivement, il y a des missions qui seront secondaires par rapport à la priorité qu'elles ont aujourd'hui. La sécurité n'est jamais secondaire. On fait une toute petite pause. On se retrouve tous les 6 dans un instant. On va continuer notre débat. On écoutera Gabriel Attal qui nous dit que la culture de l'excuse, eh bien, c'est fini. La culture de l'excuse, c'est fini. Il est temps d'ériger comme principe dans les familles, à l'école, dans la rue, une phrase simple, une phrase que j'ai affirmée dans ma déclaration de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est précisément le sens des annonces que je viens faire devant vous aujourd'hui et de la grande concertation que nous lançons avec le président de la République dans les prochaines semaines. Prendre le mal à la racine, s'attaquer au problème par tous les angles, par toutes les facettes, restaurer l'autorité à tous les niveaux, dans la famille, à l'école, dans les rues, faire évoluer les peines et les sanctions pour qu'aucun acte ne soit jamais laissé sans réponse.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, était en Guadeloupe, où il a carrément instauré un couvre-feu pour les mineurs à partir de 20h. On va juste écouter les mots employés, parce que le maire de Pointe-à-Pitre disait notamment que sa ville était un coupe-gorge, qu'il allait démissionner tellement il n'en pouvait plus. Écoutez donc Gérald Darmanin. Une commerçante tuée lors d'un braquage mi-mars, des touristes blessés à l'arme blanche par une femme quelques jours plus tard. Le maire de Pointe-à-Pitre l'affirme, sa ville est devenue un vrai coupe-gorge. Avec un problème majeur, la délinquance des mineurs. Avant, c'était 12% de mineurs dans la commission des délits. Maintenant, c'est 38% des faits délictueux qui sont commis par des mineurs. Donc, le préfet a bien compris que si les enfants sont chez leurs parents la nuit, ils ne vont pas brûler 70 poubelles comme ils l'ont fait à Pointe-à-Pitre la semaine dernière. Instaurer un couvre-feu pour les mineurs, une solution validée par Gérald Darmanin. En déplacement à Pointe-à-Pitre, le ministre de l'Intérieur a annoncé sa mise en place à partir du début de la semaine prochaine pour une durée de 2 mois. On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans avec des armes circuler à 22h dans la rue, sans prendre à des policiers, sans prendre à des touristes, sans prendre à des passants. Et donc cette mesure de fermeté est un rappel pour chacune et chacun que les mineurs sont sous la responsabilité des parents et que tous ceux qui seront après 20h en libre circulation seront interpellés et présentés bien évidemment à des sanctions. Une mesure forte qui fait réagir les habitants. Il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Les parents doivent aussi s'y mettre. Après ou avant 20h, ça ne changera rien du tout. Il y aura toujours des mineurs dehors, de toutes les façons. C'est une bonne idée, mais ça ne va pas changer grand-chose. Une série de mesures accompagneront le couvre-feu. Gérald Darmanin a également annoncé plus de caméras de vidéosurveillance et la mise en place d'opérations Place Nette pour lutter contre le trafic de drogue. Denis Jacob, ça marche le couvre-feu ? Le couvre-feu, ça marche. Le couvre-feu, c'est une mesure d'exception. En général, c'est sous une situation d'état d'urgence. État d'urgence. Et la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était pour le Covid. Voilà, bon. Exactement. Moi, je veux bien, de manière chirurgicale, là où il y a besoin. Mais honnêtement, est-ce que vous croyez un seul instant que les parents qui laissent leurs gamins à longueur d'année traîner les rues à minuit, 1h du matin, ça va changer quelque chose parce qu'il va y avoir un couvre-feu. Si les parents ne s'occupent pas des mômes, ils ne s'en occuperont pas plus il faut sanctionner sous les un parents. état d'urgence. Alors que là, il y a une situation très particulière où on a des crimes, parce que là, on parle de crimes, des gamins qui ont tué. Bon, ça ne doit pas être la solution à tout, le couvre-feu. Je pense qu'il y a d'autres mesures à mettre en œuvre qui existent. Oui, mais ça permet peut-être de faire tomber la température, oui, c'est pour faire calmer les esprits. La tension, calmer les esprits, rassurer. C'est pas pour autant qu'on va faire prendre conscience aux parents de la responsabilité qu'ils ont sur leurs gamins. Oui, monsieur Jacob, dernier mot, parce que je voudrais qu'on parle de la France insoumise. Je suis désolé, mais quand on a fait de Mayotte le 101e département, on savait déjà à quel problème on allait être confronté avec l'arrivée des Comores. On n'en a pas mesuré l'ampleur, je pense. L'arrivée des Comores pour lesquels la France paye énormément pour qu'ils gagnent. Un dernier mot sur